Ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. C'est la philosophie de François Picard et Cécile Clocheret. Cette fois, ils traversent le Brésil à vélo. Sur 5000 km, ils débusquent des porteurs d'initiatives écologiques. Des pépites vertes qui donnent l'espoir d'un monde meilleur. Quittant l'Amazonie, ils parcourent l'arrière-pays jusqu'à Brasilia, la capitale futuriste. Ensuite, par l'ancienne route royale, ils souhaitent atteindre les plages de Rio de Janeiro. Des coups de pédale pour prouver que la Terre peut cesser de tourner à l'envers. Enfin, notre rêve se réalise. Pour la première fois, nous découvrons le Brésil, le pays de la samba, du métissage, du football et des grands espaces. Bientôt, nous les traverserons à vélo. Partir à la rencontre du monde, c'est ma passion. En 3 expéditions, j'ai pédalé à travers la Russie, l'Asie centrale, la Chine, le Pakistan, l'Inde. Pour moi, ces régions sont parsemées de souvenirs et d'amis qui ont fait de moi qui je suis. Moi, je suis amoureuse de l'Amérique du Sud. J'y ai vécu 2 ans, en Colombie, au Guatemala et au Mexique. J'aime aussi voyager au rythme lent de la marche. J'ai traversé à pied l'île de Madagascar et puis l'ex-Indochine avec François. Au Brésil, nous souhaitons débusquer et mettre en lumière des individus qui incarnent des initiatives écologiques audacieuses. Des pépites vertes sur une planète où l'argent est roi. Cette quête, nous ne pouvons l'imaginer qu'à vélo, un engin modeste, non polluant, au plus près de ce qui nous entoure. Nous partirons d'Amazonie, nous pédalerons jusqu'à la capitale Brasilia. Notre destination finale, les plages de Rio de Janeiro. Ici, c'est le point de départ, Manaus. Une ville de 2 millions d'habitants posée au milieu de la jungle amazonienne sur les rives du Rio Negro. Nous sommes arrivés en avion et repartirons en bateau. Rien d'étonnant puisqu'aucune route ne relie la ville au reste du pays. Au cours du voyage, nous nous filmerons nous-mêmes. Sortir notre matériel est un stress supplémentaire, dans un pays dont le nom seul évoque la violence. Quelle drôle d'idée tout cela! Surtout qu'en plus, nous ne parlons pas un mot de portugais. Mais un voyage qui se dessine, c'est aussi la promesse d'une nouvelle part de nous-mêmes qui se révélera. Devant cet inconnu, notre cœur palpite déjà de peur et d'excitation. À quoi ressemblera cette nouvelle aventure? Aurons-nous changé dans 3 mois à notre arrivée? Je suis en train de déguster une bonne soupe typique de l'Amazonie. Tu veux goûter? Ça y est, on est arrivé à Manaus, on profite du confort de la ville. C'est une ville vraiment fort sympathique, très colorée, très nonchalante, qui est née en quelques années, à la fin du XVIIIe siècle. C'est un des seuls endroits au monde où on pouvait acheter du caoutchouc. Donc la ville s'est enrichie très vite, on appelait ça le Paris des tropiques. Et ça a laissé un opéra très rococo, des belles églises, un style portugais. C'est une ville comme les autres, de premier abord. On ne sent pas du tout qu'on est entouré par la jungle. Et là, on a une petite présence amazonienne avec cette bonne soupe au manioc, au cresson et aux crevettes. On se régale. Comme tout bon cavalier, il nous faut choisir avec attention nos montures. Les écuries modernes, même au fin fond de l'Amazonie, portent les couleurs des grandes enseignes de la mondialisation. Faute de pouvoir nous offrir un pur sang, nous nous arrêtons sur un bourriquet. Il y a celui-là. Que dalle! À vrai dire, nous misons surtout sur le talent du maréchal Ferrand. Les réglages semblent parfaits. Il ne reste plus qu'à les tester. Ah, j'ai déraillé. T'as déraillé? C'est vraiment de la merde ce vélo. Catastrophe. Ah.
C'est à bord du Donia Lili, sur un affluent de l'Amazone, que nos vélos profitent de leur dernier moment de répit. Mais pas nous. C'est la guerre pour dégoter une place pour étendre nos hamacs le plus loin possible du bruit infernal du moteur. Bye bye les clichés sur le Brésil. Loin du soleil des cartes postales, nous goûtons l'hiver tropical, grelottant jour et nuit. Et pour nous réchauffer, nous mangeons 3 fois par jour les mêmes flageolets spaghettis. Mais la traversée ne manque pas de distraction. Sur cette autoroute fluviale, les cargos charrient des tonnes de biens de consommation. C'est absurde, mais produire au milieu de la jungle est très rentable grâce aux privilèges fiscaux qui font de Manaus une des plus grandes zones manufacturières du Brésil. Ici dérivent aussi de petits chercheurs d'or clandestins. Leurs rêves sont aussi grands que leurs embarcations modestes. Ils récoltent 15 grammes par jour. Ça m'a l'air bien peu, mais ici c'est suffisant pour survivre. Quant aux rives, elles ont été saccagées par les colons. Si partout au Brésil, la nature est menacée, c'est en partie à cause de nos modes de vie occidentaux et de notre soif de toujours plus. Les réponses que le pays apportera seront autant de clés pour notre avenir à tous. C'est pour cette raison que ce sont ces territoires que nous avons choisi d'explorer. Quatre jours de navigation nous mènent aux portes du Rondônia, le premier État que nous projetons de traverser sur 800 km. Ça y est, c'est le début. C'est une route bien chargée quand même, hein. Beaucoup de circulation, beaucoup de camions. Là, on a terminé la zone la plus industrielle, mais ça reste quand même bien dense comme trafic. Et surtout, les gens vont très vite. Allez, on serre les dents pour l'instant et on espère que ça sera de mieux en mieux. Alors, c'est exotique? C'est hyper exotique. Les petits chemins de campagne, les petites huttes et la forêt sauvage. Vous avez parlé des pumas ou des tigres. Je ne les imagine pas vraiment traverser l'autoroute. Pour ce qui est de la jungle, nous sommes arrivés avec 40 ans de retard. Dans les années 70, la Banque mondiale finance la construction de cette route pour désenclaver la région et exploiter les terres vierges. L'objectif est largement atteint. Les colons coupent la forêt et la remplacent par une gigantesque ferme. Plusieurs millions de bovins broutent aujourd'hui sur ce territoire qui n'est plus qu'un vaste pâturage. Les ranchs se situent souvent loin de l'axe bitumé. Nous qui comptions dormir chez l'habitant, nous devons nous contenter de bivouac en bord de route. Et comme le Brésil a sa réputation, pour éviter d'être seul et vulnérable, nous plantons souvent la tente près des stations-service. Alguém me olha, mas eu não vejo. Será Jesus, Moisés ou Maomé? Ele se esconde atrás do meu desejo. Além do olho de vidro, tem alguém tirando bem me quer. On est en train de terminer notre 3e journée de vélo. Cécile s'en sort plutôt bien, je trouve. Elle a un rythme correct, elle souffre beaucoup, elle a beaucoup de détermination. Donc, ce qui fait qu'on avance bien. J'espère qu'elle va continuer à tenir. C'est vraiment des très longues distances. On se met lentement dans le rythme du vélo. C'est surtout ça qui est intéressant pour nous dans ces journées-là, parce qu'on fait très peu de rencontres. Il faut qu'on prenne un autre rythme que celui qu'on a quand on vit chez nous. Et on est bien les seuls tout autour de nous à avoir ce rythme lent du vélo. Notre découverte du Rondônia à vélo détonne. Dans ce lointain Far West, les seuls Brésiliens que nous croisons sont les routiers. Pressés de quitter les lieux, ils sont souvent inaccessibles à l'abri dans leurs cabines climatisées.
En plus, notre portugais maladroit nous enferme dans une certaine solitude. Les doutes me hantent. À quoi bon tant d'efforts pour ne rencontrer personne? Ce midi, nous faisons de nouveau halte avec les chauffeurs de passage. Une ferme propose un petit restaurant. Au menu, de la viande, bien sûr. Ici, inutile de chercher le plat végétarien sur la carte. Nous osons l'exploration de l'arrière-cuisine. Et la surprise, la fille de la patronne, Leia, parle un anglais parfait. On fait bouillir la viande, puis on la fait cuire dans l'huile. C'est ma grand-mère. Et que fait-elle? Elle découpe du porc. Il te dit bonjour. Elle est un peu timide. Sa mère est italienne. Vous savez, lorsqu'il y a eu des problèmes en Italie il y a longtemps, eh bien à cette époque, beaucoup de personnes sont parties au Brésil pour commencer une nouvelle vie. Plus tard, en 1973, certaines se sont installées ici, dans l'état du Rondônia. En ces temps-là, le gouvernement donnait des terres aux gens qui acceptaient de migrer ici, car ils voulaient coloniser ces nouveaux territoires. Vous savez, le Rondônia est un état tout récent. On disait aux nouveaux arrivants, si vous parvenez à exploiter ces terres vierges, elles seront à vous. Grand-mère, il me demande comment c'était ici quand tu es arrivée il y a 30 ans. Il n'y avait rien que de la forêt et une piste de terre. Quand mon père est arrivé, il suffisait de planter des piquets pour délimiter sa terre. Mais après, il fallait la surveiller avec son fusil pour la protéger, pour que personne n'y entre et vienne vous la voler. C'était absurde. Mon père a vécu ça puisqu'il a fait partie de ces hommes courageux qui ont dit « Ici, c'est mon terrain. Ok, si tu le veux, eh bien, viens me tuer. » On se battait vraiment avec des armes. Mon père est incroyable. Parfois, je lui dis « T'es vraiment sérieux quand tu me racontes ça ?» Et il me dit « Oui. » Elle dit qu'elle a beaucoup pleuré quand elle est arrivée ici. Elle n'a pas eu le choix. Elle avait 13 enfants. Il n'y avait pas de lait alors qu'elle avait des bébés, donc elle devait acheter des petites bouteilles très chères. Elle dit que ça a été terrible au début. Je me dis que certains destins sont faits de courage et de sacrifice, comme ceux de ces pionniers, laissant tout derrière eux pour offrir à leurs enfants un avenir meilleur. Et cette soif d'aventure semble se transmettre d'une génération à l'autre. Comme sa grand-mère, Leia a un jour tout quitté. Il y a 7 ans, elle est allée goûter au rêve nord-américain. Dans quelques mois, elle s'établira légalement dans le Massachusetts. Certains de ces défricheurs sont devenus de très riches propriétaires. Nous longeons parfois une même exploitation sur 40 km. À renfort d'engrais et d'hormones de croissance, ces exploitations font du Brésil le 2e exportateur de viande au monde. Ces bolides filent, remplis de beefsteak jusqu'au grand port du pays. 4000 km de route avant d'embarquer pour la Chine, le Japon ou l'Europe. Alors que dans nos pays riches, nous consommons 2 fois plus de viande que nécessaire, c'est ici que la nature souffre. La route est très dure quand même. Ça n'arrête pas de descendre, de monter. Il fait très chaud. Et il y a défilé incessant de camions. C'est pas facile. « 80 km par jour. La moyenne est honorable pour mes premiers coups de pédale, mais j'en bave. Il faut dire que j'ai hâte de quitter ces vastes terres inhospitalières, dont les propriétaires n'acceptent même pas de nous céder le moindre lopin pour planter la tente. Ce soir pourtant, nous avons plus de chance. Nous trouvons un accueil chaleureux et un cow-boy bavard que notre piètre niveau de portugais ne décourage pas. Je crois que ce soir, on va dormir dans une ferme.
Il y a le propriétaire qui vient de partir, qui nous a autorisé à rester avec les ouvriers qui vivent ici apparemment, et puis leurs femmes et leurs enfants. C'est une fazenda, c'est typique de la région là, du Rondônia. Ça va être sympa de vivre ce soir avec eux. On va essayer de planter la tente là, par là. Il faut que j'aille fermer le portail, comme tous les soirs. Ici, il y a des camions, des tracteurs, beaucoup de matériel. Et sur la route, il y a souvent des vols. Donc nous, chaque soir, nous fermons pour que personne ne puisse entrer et nous voler. Je vis dans la région depuis 22 ans. J'ai travaillé à l'abattoir pendant 16 ans. J'ai fini par me faire mal à la colonne vertébrale, alors j'ai dû m'arrêter et prendre ma retraite. Mais j'ai encore des poules. Je n'aime pas rien faire. Je déteste la routine ou l'inactivité. Si je n'ai pas de travail à faire, je vais pêcher là-bas. Ça me plaît. Je fuis la routine. Je ne suis pas déclaré ici. L'autre jeune, il l'est, lui. Et pourquoi tu n'es pas déclaré? Parce que je suis retraité. Je fais donc des petits boulots, je me débrouille. Il y a de nombreux retraités qui sont gardiens, mais qui ne peuvent pas être déclarés. Moi, ici, je touche la moitié du lait que je trais là-bas, et puis parfois, je travaille en saisonnier dans des fermes. Je vais t'avouer une chose. Je suis quasiment né dans une ferme, et j'y ai grandi. J'ai passé ma vie à travailler dans les ranchs. Et j'ai tout fait. Cow-boy de rodéo, torero, gardien de bœufs. J'ai touché à tout. J'aime travailler avec les bœufs. Ah mais maintenant, j'ai 58 ans. Il va peut-être falloir que je songe à m'arrêter. Ici, on se connaît tous, on est copains. C'est pas comme ailleurs où ce sont tous des sauvages. Quand je regarde le journal à la télévision, je peux vous assurer que je vois des endroits drôlement dangereux. Toutes ces bêtes, ces odeurs, ces immensités font remonter en moi le doux souvenir des années passées au Texas dans mon enfance. Du haut de mes 9 ans, je courais avec mes copains derrière des vachettes effrayées qui s'agitaient de tous côtés. Je crois que je suis toujours resté un peu cow-boy. Sauf qu'à défaut d'un cheval, c'est mon vélo que j'enfourche pour étancher ma soif d'espace et de liberté. C'est ma manière à moi de refuser une société régie par les marchands de rêve et le culte du profit. Là, on est en train de s'éloigner de l'artère principale que l'on suit depuis le début du voyage. Après 25 km de piste, on va arriver dans la forêt où vivent les Surui, qui est une communauté indienne qui a été en contact pour la première fois avec les colons en 1969. Donc c'est vraiment extrêmement récent. Et puis nous, notre but, c'est d'aller voir un peu comment est-ce qu'ils vivent là-bas complètement isolés, en essayant de préserver leur culture. Il faut dire que là, il n'y a aucune indication qui nous dit qu'on va dans la forêt, on va voir ces Indiens. Et on est assez impatient de voir à quoi peut ressembler cette terre indigène. En tous les cas, elle est bien reculée. Hein. Entrer en contact avec les Païters Surui n'est pas une mince affaire. Depuis que nous avons débarqué du bateau, nous cherchons à nous mettre en relation avec eux. Mais ils se méfient des Blancs. On peut les comprendre. Il n'a pas fallu 3 ans pour que les maladies des colons ravagent 90% de leur population. Ensuite, ce sont les bulldozers qui ont détruit leur forêt. Seule une vingtaine de familles vit à présent dans ce village. Notre arrivée à vélo détend l'atmosphère, mais pas au point de laisser la caméra tourner en toute sérénité.
Le lendemain, un simple geste nous indique que la confiance est gagnée. Oui. Vocês vão viajar com esse aqui. Qu'est-ce que c'est? C'est un collier. C'est un cadeau pour toi. Oh, un cadeau. Merci. Et celui-ci est pour toi. Merci beaucoup. C'est hyper touchant. Le blanc pour les femmes et le rouge pour les hommes. Gamashakaka accepte de nous faire le tour du propriétaire. Lui, ses 12 enfants et sa ribambelle de frères et neveux sont responsables du reboisement du territoire, aujourd'hui zone protégée. Patiemment, il réintègre une à une les espèces que les Blancs avaient pratiquement fait disparaître. Pépite verte, dans un état où l'agrobusiness est roi, Gamashakaka agit à contre-courant. Il a déjà fait replanter 90 000 arbres en 8 ans. Pour la caméra, il veut porter sa parure traditionnelle et répondre dans sa langue souroui. 2 de ses neveux jouent les interprètes. Nous sommes en train de récupérer des espèces, d'en réintroduire certaines qui sont sur le point de disparaître. Les arbres que nous replantons sont, entre autres, ceux qui servent à faire du bois pour les meubles. De l'acajou, du merisier, du cèdre cannelle, de l'açaï, du taoub et de l'ipé. Ce sont différentes variétés. Ça, c'est de l'açaï. De l'açaï. C'est un petit fruit traditionnel. À quoi sert-il? À faire des jus. Pour boire. Des jus? Les Blancs les apprécient. Ils boivent aussi le jus d'açaï. Oui, l'açaï. C'est un fruit traditionnel pour nous. Tu sais, il est natif d'ici. On en mange aussi les cœurs de palmier. Là, ce sont des arbres avec des épines très impressionnantes. Et ce sont avec ces épines que les Indiens faisaient des tatouages sur le corps, sur le visage. Donc les anciens aujourd'hui ont encore ce genre de tatouage qui reste à vie, qui sont comme gravés sur le visage avec de la peinture. Selon notre légende, si une femme touche cette plante, elle tombera enceinte. Et si un homme la touche en regardant une femme, elle est aussi susceptible de tomber enceinte. Les païters sourouis font encore figure de précurseurs dans leur combat. Souhaitons-leur bon courage. Le Rondônia n'est plus une terre de conquête pour les fermiers. Elle l'est en revanche pour ceux qui croient que la valeur de la terre ne se mesure pas en dollars. C'est mort là? Ouais, on peut plus pédaler. Les roulements à vis sont complètement foutus. Les pignons tournent dans le vide. On peut pas réparer ça comme ça, sans outils, donc on est à 100 km de Villénia. Il va falloir qu'on trouve un moyen d'y aller parce que là on n'a pas le choix.
Voilà 2 semaines que nous traversons le Brésil à vélo. Après 800 km, nos jambes ont intégré leur nouveau rythme. Quant à nos montures, elles ont beaucoup plus de difficultés à tenir le coup. Mais avec un réglage de pro, des pignons changés, voilà le vélo de François comme neuf. Depuis ce matin, on est rentré dans l'état du Mato Grosso. On a quitté le Rondônia. On n'a plus vu un seul bœuf, une seule vache, un seul taureau. Donc on est vraiment passé là, tout d'un coup, de l'élevage à l'agriculture. Là, on a pris une petite route, mais alors il y a un vent assez important depuis ce matin. Ah, c'est malin ça, tu me doubles à droite. Faut faire un coucou. Écoutez ce que tu dis. Tu veux qu'on tombe en direct? Sur ces grands espaces, les vents ne rencontrent aucun obstacle. Éole s'en donne à cœur joie. Tel le roseau dans la tempête, nous courbons l'échine, mais jamais nous ne brisons. Dans ce tableau grillé par le soleil, nos yeux baissés sont soudain attirés par une multitude de petites touches blanches qui attisent notre curiosité. On s'est arrêté ici parce que on voit les ouvriers agricoles qui sont en train de travailler le coton. Là, il est 8 h du matin et ils sont en train d'inspecter toutes les machines. On est sur une fazenda qui est absolument gigantesque et ils sont des dizaines à travailler là et à venir ici tous les matins. C'est assez impressionnant là, de voir tous ces ouvriers qui se protègent du vent et de la poussière et qui inspectent les machines une à une avant de partir. Une fois que le maïs est fini, on passe au coton. Après, il faut le récolter et quand c'est terminé, on plante le soja. Puis en janvier, il faut se mettre à le ramasser. Ce sont des rotations. On cultive sur un même champ du soja, du maïs et du coton. Et tu préfères récolter quoi? Le coton, ça te plaît? Oui, c'est le plus simple à faire. Et où se trouve ton patron? La propriétaire s'appelle Madame Clarisse. Oh, elle habite ici, au Mato Grosso. Mais tu la connais? Si je la connais personnellement? Non, je travaille ici depuis 7 mois, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Rien d'étonnant à ce qu'il n'ait jamais croisé sa patronne. Elle gère des milliers d'hectares. Le Mato Grosso est grand comme 2 fois la France. Et la taille des exploitations est à l'échelle de cet État, colossale. En 15 ans, les fermiers ont multiplié par 12 la surface de leur champ de coton. Vous voulez venir avec moi? Il est fou, hein? T'es où? Ces champs sont cultivés de manière intensive, mais d'autres terres sont négligées par leurs propriétaires, incapables d'exploiter et de faire fructifier de telles immensités. Au même endroit, des paysans se meurent de ne pas posséder le moindre lopin pour nourrir leur famille. Hop là. Alors, on révise pour savoir quoi dire sur les MST? Exactement. On bachote, on bachote. Exactement. Parce que je connais tout par cœur, mais
pas tout exactement. On est à 25 km de Cuiabá, la capitale du Mato Grosso. Et sur notre chemin, on a un centre de formation qui est dirigé par le mouvement des paysans sans terre. Et là, le mouvement est en train de fêter ses 15 ans de présence au Mato Grosso. Donc ils sont en train de préparer une grande fête et on va aller leur rendre visite. Cette propriété est devenue un symbole pour le MST, le mouvement des sans-terre. Il y a 8 ans, 33 familles paysannes entrent en résistance ici et s'installent sur ces terres inexploitées. Le combat du mouvement pour transmettre la terre à ceux qui en ont besoin se fait souvent dans la violence. Ici, la méfiance est toujours de mise. Devanir, membre actif du MST, nous fait subir un long interrogatoire sur les tenants et aboutissants de notre projet. Au final, victoire. Elle accepte de nous parler face caméra. Cet État est le berceau des latifundios, des grands propriétaires. C'est en effet ici que se concentrent les terres qui devraient être entre les mains des travailleurs. Le combat pour la terre est donc un défi particulièrement sensible au Mato Grosso. Ce terrain-là, c'est devenu la propriété du mouvement? Oui, maintenant, c'est une occupation légale. La Constitution brésilienne dit qu'une terre qui ne remplit pas sa fonction sociale doit être retirée à son propriétaire. Ainsi, quand des paysans viennent s'installer et occuper les terres d'un exploitant, les autorités se déplacent. Si elles constatent que ces terres ne remplissent pas ce critère social, alors, par un processus juridique, l'État règle la question et transfère la propriété du terrain aux travailleurs, c'est-à-dire aux familles qui ont monté là leur campement. Et dans ce cas, l'État indemnise les propriétaires? Parfois, oui. L'État paye le latifundio. Les inspecteurs du cadastre viennent contrôler la zone et font un état des lieux. Les maisons, les remises, etc. L'État et le latifundio se mettent d'accord sur un prix. Ici, ce sont les espaces de formation. Nous avons 4 grandes salles avec des capacités de 60 élèves chacune. Il y a aussi un endroit qui sert de laboratoire de chimie. Nous enseignons l'agriculture paysanne qui se base sur le savoir populaire et qui valorise le bien-être animal. Tous nos cours sont tournés vers l'agroécologie. C'est une façon bien particulière de travailler avec la nature. On vit avec elle, on la considère comme un sujet et non comme un objet. Le retour du paysan sur ses terres, c'est toute la nostalgie, la saudade et de ses chansons populaires. Grâce au MST, le rêve se réalise parfois. En 15 années, il a conquis 41 terrains au Mato Grosso, une renaissance pour 3500 familles. Nous quittons pour un moment le plat pays des cultures intensives. Nous devons passer le canyon des Chapadas dos Guimarães.
fait mal aux genoux. Et Cécile a mal aux genoux aussi. T'as des problèmes dans ta gestion de vitesse? Non, non, gestion optimum. Regarde, on passe. C'est beau. Les côtes succèdent au vent pour nous faire suer. Mais cette fois-ci, les paysages portent nos efforts. Vamos dançar forró e arrasta-pé, não tô aqui à toa. Dá jeito, menina, só sai de bailarina, rebalança que a coisa aqui tá boa. Pour la première fois, les Brésiliens nous offrent un autre visage. Loin du travail harassant, nous les découvrons sous le soleil du dimanche. Et nous en profitons. Rebalança que a coisa aqui tá boa. Por causa de você, meu coração bate forte, acelerado. Les rencontres se font plus faciles, les conversations plus légères. La magie du voyage à vélo serait-elle en train d'opérer? Nous allons à Rio de Janeiro. À bicyclette. Pardon? C'est à bicyclette que nous allons jusqu'à Rio de Janeiro. Vous allez à Rio à bicyclette? Et comment t'appelles-tu? Francesco. Francisco Fenomeno. Francisco Fenomeno? Ah, tu es de la famille de Ronaldinho Fenomeno. Muito bem. Oui, c'est mon frère. Et tu joues au football? Oui, mais tu vois... Ah, tu as de la bedaine. Il faut que tu fasses un régime. Et elle, comment s'appelle-t-elle? Cecilia. Cecilia Fenomena. Oh, j'ai affaire à deux phénomènes. Allez, au revoir. Que Dieu soit avec vous. Adios. Ciao. J'ai failli me rentrer dedans celui-là, putain. Il y a un petit peu de marche à pied, ça fait du bien. Ça change un peu l'exercice des muscles. Bon, on continue. Il y a tellement de camions. Elle était presque au bout de la ligne droite. Là. Bon, j'ai une roue voilée, j'ai un rayon qui a pété, c'est la deuxième fois que ça arrive, on va faire réparer ça. Et demain, on a 100 bornes à faire entre deux villes, ce qui est tout à fait faisable, sauf s'il y a un problème important. Pas trop de marge de manœuvre. On a beau planifier son voyage, le dessiner sur des cartes, on finit toujours par être rattrapé par l'imprévu. Aujourd'hui, c'est une bonne surprise qui fait voler nos plans en éclats. Des jeunes filles dans une cour de récré attirent notre attention par leur tenue venant d'un autre temps. Hey. Les parents d'élèves et le directeur de l'école nous invitent à passer la porte de l'établissement. Bonjour. Bonjour, bonjour. L'institutrice qui enseigne aux tout petits, de 6 ans, quand elle reçoit les enfants des familles russes pour la première fois, en général, ils ne connaissent pas un mot de portugais. C'est vrai, hein? Oui, oui. Car ils ne parlent que le russe. Ici, c'est une école un peu différente.
Les enfants ont beaucoup de respect pour les professeurs, pour les adultes, pour leurs amis aussi. C'est rare de voir des enfants se disputer ou se bagarrer. Ils sont très sages. Je les admire beaucoup sur ce point. Comme bien d'autres peuples, ces Russes se sont réfugiés au Brésil pour fuir la misère et l'oppression. Quel choc de constater que pour préserver leurs traditions, ils ont dû les figer, telles qu'elles étaient dans les campagnes de Sibérie au XIXe siècle. Sans attendre une seconde, Maria et son mari Vladimir nous poussent dans leur voiture. Ils veulent nous montrer leur église orthodoxe et nous inviter à dormir chez eux. Pour nous, ils lèvent le voile sur leur formidable épopée qui leur a permis de survivre aux soubresauts de l'histoire. Nos grands-parents ont quitté la Russie à la fin des années 20, début des années 30 pour fuir le communisme et sont allés en Chine. Les Rouges venaient de prendre le pouvoir et ne toléraient pas notre religion. Ils brûlaient nos églises. Nos aïeux n'ont donc eu d'autre choix que de partir au milieu de la nuit. Avec femmes et enfants, ils sont allés là où ils le pouvaient et sont arrivés en Chine. Ils y sont restés 26 ans, mais ensuite la Chine est devenue communiste à son tour. Alors ce fut encore le moment de fuir. De nouveau, avec femmes et enfants, ils sont partis jusqu'au Brésil. Et voilà, nous sommes là. Et si un membre de votre communauté se marie avec quelqu'un qui n'est pas orthodoxe, que devient-il? Dans ce cas, si son conjoint n'est pas prêt à se convertir, il doit nous quitter. Il ne peut pas rester et vivre au village. Non, non, c'est interdit. Mais ce cas se présente très rarement. C'est dur, hein? C'est dur de l'exclure, non? Oui, je le conçois. Ça peut sembler compliqué pour les gens de l'extérieur, mais quand on est né dans ces traditions, c'est ainsi que va la vie. Tu veux venir aussi? Allez, viens pour la photo. Il est en train de travailler. Comment tu dis merci en français? Merci. Comment tu dis? Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Comment tu dis enchanté en français? Heureux de vous rencontrer. Oh, c'est compliqué. Yeah, that way. It's really complicated. Enchanté. Comme encantada. Enchanté. Ça, c'est plus simple. C'est comme en russe. Nous faisons nous-mêmes nos habits. De toute façon, nous ne pourrions pas les acheter car les boutiques ne vendent pas ce style de vêtements. Oui, c'est vrai. Et ton fichu? Oui, nous les cousons aussi nous-mêmes. Et toutes les femmes en portent-un? Non, seulement les femmes mariées, pas les célibataires. Ils symbolisent le mariage. Et vous vous coupez les cheveux? Non. Pourquoi? C'est contraire à notre religion. Les hommes ne coupent pas leur barbe, ni les femmes leurs cheveux. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous, on ne mange pas dans les mêmes assiettes que parce que
c'est une obligation religieuse. Mais je sais pas si c'est pour ça qu'on est à l'autre bout de la table. Je crois que chacun a sa place. En 2004, j'entamais mon premier long voyage à vélo en arpentant les terres ukrainiennes et russes. Aujourd'hui, je vis cette rencontre comme un signe du destin. Il me suffit d'un peu de Vladivostok sur ce bout de Brésil pour retrouver les sourires de mes amis d'antan. Il y a un camion de soja qui est parti dans le fossé là. Et tout le monde a ramené son pick-up et puis récupère le soja. Et où est le camion? À Rondonópolis. Et le chauffeur était ivre. On sait? Faut faire attention, la police va revenir. On nettoie la route, car sinon c'est trop dangereux. Si des gens passent par ici, ils vont tous se tuer. Moi aussi, je peux prendre un peu de soja? Vas-y, oui. C'est soja party ce soir. Soja gratuit pour tout le monde, qu'on se le dise. Le soja est gratuit ici. El soya es gratuito. Wouh! Ça va derrière? Je m'en suis pris un peu. Primavera, qui est une de ces villes caractéristiques du Mato Grosso qu'on croise depuis notre traversée de l'État. C'est-à-dire que c'est une ville qui, de rien, a surgi. C'était tout au début des années 70. C'est des culs du Cerrado, c'est-à-dire de la savane. Et aujourd'hui, ce sont des silos énormes et du grain qui attend de partir à l'autre bout du monde. Alors ici, tout est tourné autour du commerce de céréales, on trouve surtout du maïs, du soja bien sûr. La région est la première exportatrice au monde. Et le premier exportateur, il s'appelle Blairo Maggi. C'est aussi le gouverneur de l'État. Il n'y a pas de miracle. Hein. Alors en plus, on est en pleine campagne électorale. Alors on voit un peu partout sa tête. Il a l'air sympa. La ville est en ébullition. Dans quelques semaines, 5 niveaux de représentants seront élus. Pour les candidats, il s'agit de faire entrer dans la tête des électeurs le numéro qu'ils devront taper sur leur urne électronique. Et pour cela, tous les moyens sont permis. Gouverneur, sénateur, entre toutes ces élections, il y a de quoi s'en mêler les pinceaux. Sénateur Blairo Maggi. Il est millionnaire. C'est lui qui plante le soja. Et le coton. Et il en a beaucoup de soja? Oui. Dans tout le Brésil. Et il a beaucoup d'argent. Il a énormément fait pour le Mato Grosso. Les routes asphaltées, l'emploi, l'éducation, la santé. Au revoir.
Je veux te dire quelque chose. Jésus-Christ est source de vie. Jésus-Christ est dans mon cœur. Et dans ton cœur. Vous devriez partir tôt demain matin pour arriver dans l'après-midi. Le soleil frappe très fort l'après-midi. Là-bas, il y a une tribu indienne. C'est dangereux. C'est dangereux? Très dangereux. Il y a des gens qui sont passés là-bas à bicyclette. Sur le chemin, les Indiens les ont arrêtés. Ils leur ont pris toutes leurs affaires. Caméra, appareil photo, bicyclette. Ils ne leur ont rien laissé. En ce début du XXIe siècle, la sempiternelle peur de l'Indien est toujours présente. C'est parfois l'ignorance qui génère ces idées reçues. Les prochains kilomètres nous en diront davantage. Déjà 10 crevaisons, 1800 km et 2 mois que nous traversons des contrées que les Brésiliens eux-mêmes ne connaissent que rarement. Ils sont d'ailleurs nombreux à nous mettre en garde contre la réserve indigène vers laquelle nous pédalons. 3, 4. Évidemment, toujours en plein soleil. Mais si nous voyageons à vélo, c'est justement pour poser le pied là où personne ne sort de sa voiture. Pour tordre le cou à nos a priori. Transit par une terre indigène. Bonjour. Nous devons nous arrêter? Oui, vous voyagez? Chaque passage coûte 20 réals. 20 réals? Oui. Et pour chaque trajet? Et pour les bicyclettes écologiques, vous pouvez le faire gratuitement? Oui. Merci beaucoup. Merci les amis. Bon bah c'est bon, on a négocié notre perche gratuit. Ok. Encore merci. Bon voyage. Au revoir. Il y a la forêt qui est en train de partir en fumée là. C'est impressionnant. Je crois que c'est les Indiens qui veulent nous envoyer un message. Oh putain, c'est bien chaud. « 1200 Indiens Bororos et Chavantes vivent dans cette réserve. Ils ont été sédentarisés et réunis en une trentaine de communautés. Ils demeurent à l'écart de tous les Blancs, ou presque. Nous sommes ce matin à Sangrador. Il est quasiment 6 heures du matin. Nous sommes dans une mission catholique qui est installée ici depuis plus de 100 ans, au cœur d'une ère indigène. Donc les missionnaires ici sont venus à la fois évangéliser les Indiens et aussi les aider, ils les soutiennent. Il y a un poste de santé et une école. Donc nous allons assister à la messe. Je ne me sens pas très à l'aise dans cette église catholique. Elle symbolise la culturation des Indiens du temps des conquistadors. Aujourd'hui, cette mission reste pourtant l'une des rares entités qui s'engage encore auprès de ces populations. L'alcool et le déficit d'éducation les relèguent souvent au banc de la société. Parlant à peine le portugais, on les retrouve en ville à survivre de la mendicité. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Bien. Comment vous vous appelez? Francisco. Francisco.
Et elle, c'est Cecilia. 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 Uh-huh. La Cecilia. Mm. Bonjour. Et qu'est-ce que c'est ça? Tu veux l'acheter? C'est pour chasser? Tu veux l'acheter? Non. Non, il n'y a pas de réal? Non. Cécile, tu n'aurais pas de réal? Nous n'avons rien. C'est dur. On a un pneu qui se dégonfle. On a une pompe cassée. Et il faut y aller de toutes ses forces. Et ça contient beaucoup d'air, un pneu, j'ai l'impression. Après l'effort, le réconfort. Nous sommes invités à petit déjeuner avec le père salésien de la mission, un Espagnol installé ici depuis 27 ans. Ça vous plaît de vivre ici? Oui, c'est un bel endroit, mais la vie est un peu compliquée. Surtout en cette saison. Les Indiens ont pour coutume de mettre le feu. Nous en subissons les conséquences. Même si nous faisons tout pour que cette tradition disparaisse, il va falloir du temps pour que les choses évoluent. Et pourquoi ils font ça? Ça fait partie de leur culture. Ils ont toujours utilisé les feux pour chasser. Et ils perpétuent cette tradition. Mais vous avez réussi à l'éteindre hier, n'est-ce pas? J'ai réussi, plus ou moins. Bonjour, très cher monsieur. Comment vas-tu? Très bien. Tes cheveux sont à moitié hirsutes. Tu as déjà pris ton café? Non. Alors allons prendre un petit café. Ok, vamos. La vitalité du père nous donne un sacré coup d'accélérateur. Avec ardeur, nous reprenons la route. Cécile a trouvé un petit coin d'ombre. Mince. Nous abordons à présent de vastes étendues d'arbres, de palmiers et de broussailles. Cette savane est appelée ici le Cerrado. Elle couvre le quart du Brésil. Sous ses airs monotones et arides, elle abrite une immense biodiversité, 800 espèces d'oiseaux et 10 000 espèces végétales, dont la moitié n'existe nulle part ailleurs. Ok. On va voir comment tu t'en sors de cette Sacrée côte. côte là. C'est plus plat du tout. Donc on monte, on descend. On a quitté le Mato Grosso avant-hier et on est dans l'état du Goiás. Et on est à 2 jours de la ville qui s'appelle Cidade de Goiás. On profite encore de ces grandes étendues où il n'y a pas grand monde. Là c'est encore agriculture, élevage. Agriculture et élevage font justement tout le malheur du Cerrado. Soja, riz, maïs, blé et élevage intensif de bovins le réduisent comme peau de chagrin. Peu fertile, ces terres étaient encore récemment délaissées. Mais les progrès techniques en ont fait de nouveaux Eldorado pour l'agrobusiness.
Il ne reste que 40% du sol natif et les nappes phréatiques sont déjà au bord de l'assèchement. Si l'exploitation du Cerrado se poursuit à ce rythme, il disparaîtra en 2030. Et voilà Cidade de Goiás. Pendant 2 jours, nous faisons le plein d'énergie en arpentant les ruelles de cette ville héritée des conquistadors. L'architecture coloniale est si bien conservée que l'on se croirait presque au Portugal du XVIIIe siècle. En plus d'être pleine de charme, la cité héberge divers mouvements alternatifs pour le respect des peuples indigènes et la protection de la nature. Rodrigo? Ah, Cecília. C'est là que nous avons rendez-vous avec une nouvelle pépite verte, Rodrigo. Géographe et militant politique écologique, il consacre sa vie à la lutte pour la préservation du Cerrado. Il veut nous emmener au cœur de cette savane qui lui est si chère. Quelle chance d'obtenir enfin les réponses d'un spécialiste aux questions qui nous obsèdent depuis que nous traversons ces contrées si arides et trop souvent balayées par les flammes. Pourquoi les gens mettent le feu? Par ignorance. Manque de sensibilisation. Comme les bœufs ne broutent pas cette couverture sèche, les fermiers mettent le feu pour que repoussent les herbes fraîches et que leurs bêtes puissent se nourrir. La législation environnementale de l'État du Goiás, la loi, interdit de faire cela. C'est un crime. Mais ils le font quand même. Rodrigo nous conduit au petit trésor qu'il cherche à mettre à l'abri. 21 000 hectares de Cerrado qui, grâce à sa mobilisation, devraient devenir réserves protégées. Ici, c'est le domaine de la savane dorée. Là, vous avez du mangaba. C'est une plante médicinale dont les fruits sont aussi très appréciés. On en fait des confitures, des glaces, des liqueurs. Ils sont également consommés tels quels, car ils sont délicieux. La plante sécrète aussi ce lait, qui a un pouvoir cicatrisant très puissant. Celle-ci s'appelle le lixeira, car la texture de sa feuille ressemble à du papier de verre. Son écorce, là, s'utilise dans le traitement contre l'ostéoporose. Dans le Cerrado, on trouve plusieurs espèces dont l'usage médical alternatif a été prouvé scientifiquement. Voilà une des motivations concrètes pour préserver tout cet environnement. Autre motivation de taille, sa végétation capture davantage de CO2 que l'Amazonie. Empêcher le Cerrado de tomber dans les mains des grands fermiers permet aux paysans locaux de poursuivre l'exploitation raisonnable de ces richesses. Toute une filière s'organise d'ailleurs autour de cette idée. Nous avons créé une coopérative qui récolte des espèces qui sont ensuite commercialisées par l'Association des petits producteurs ruraux à travers la maison de l'agriculture familiale qui se trouve à Cidade de Goiás, juste derrière la cathédrale. C'est une des initiatives qui à la fois garantit la préservation du Cerrado et améliore le salaire et la qualité de vie, non seulement des producteurs ruraux, mais aussi des familles les plus pauvres de la région. Je crois que c'est cette démarche-là qu'il faut avoir. C'est dans ce sens que l'on travaille, afin d'assurer la survie du Cerrado. Ce que je voudrais éviter, c'est que ce soit nos enfants et nos petits-enfants qui payent pour nos erreurs.
La voie tracée par Rodrigo est celle d'une croissance plus sobre et plus juste. Un modèle qui conviendrait parfaitement au Brésil, un pays détenteur de richesses écologiques inestimables, mais néanmoins touché par l'extrême pauvreté. On est à une quarantaine de kilomètres de Brasilia, étape importante du voyage qu'on a hâte de découvrir. Et on s'est arrêté dans un petit hôtel charmant comme il y en a à la périphérie de toutes les villes. Là on est juste à côté d'une toute petite ville. Alors c'est les hôtels pour les amoureux, hein. Alors ça s'appelle Solar Hotel et venez, je vais vous faire visiter. Alors tout est fait pour qu'on puisse venir là anonymement sans que personne sache qu'on est là. Donc voilà, on sonne ici, c'est assez clair, et puis on se fait ouvrir le portail, donc personne ne va voir qu'on est garé là. Nous on a mis nos vélos discretos là pour pas qu'ils puissent nous voir. Viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un automixer et du dans l'opio. Bebê aí, se não tiver, eu pago mais uma. Aí vamos filmar meu Vous êtes en train de filmer mon hôtel? Les gens viennent ici davantage en journée que la nuit, pour des 5 à 7, quoi. Il y a des hommes qui, après le travail, viennent avec une employée, ils font crac-crac et puis s'en vont. Nous, on a un endroit super. Où habitez-vous? En France. Ah, c'est pour ça que vous parlez un peu différemment. Beau lit, couleur rose, pastel, violet. On va mettre un petit peu de musique si on veut, la télé si ça marche pas très bien. Si on veut commander des boissons, on fait ça anonymement ici. Hop, 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 on paye, tac, 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 personne ne voit, c'est parfait. Je tourne ça comme ça, puis là je frappe quand c'est prêt. Oh, les hommes, ils viennent plutôt avec d'autres femmes et la leur, ils la laissent à la maison. Et ils viennent en secret? Oui, c'est comme un secret. Le monde extérieur, n'est-ce pas? C'est magnifique quand même. C'est là que nous allons passer la nuit. Après une bonne journée à pédaler, on va essayer de trouver l'énergie. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. On est super content d'arriver enfin à Brasilia. On quitte les grands espaces sauvages dans lesquels on était. On rentre dans la capitale du Brésil et on est content d'arriver parce qu'on est bien fatigués tous les deux. C'est un petit peu bruyant comme environnement, hein. C'est pas très calme, pas très serein. Vous venez de Brasilia? C'est ça, de Brasilia, mais on s'en va là. Bon, allez, on s'en va. Mais après, on revient, hein. Ici, dans les années 60, au beau milieu du Cerrado, une ville naît. Les coups de crayon de ces plans sont donnés par deux génies, l'urbaniste Costa et l'architecte Niemeyer. Le nom de cette utopie devenue réalité, Brasilia. Elle est la nouvelle capitale, bâtie ici pour recentrer géographiquement le pouvoir et mettre fin à l'éternelle querelle entre Rio et Sao Paulo. Et force est de constater que la greffe a pris. La cité aux lignes futuristes demeure toujours aussi moderne. Les Brésiliens restent fiers de cette prouesse urbanistique et architecturale. Minha gente, o que é que há?
pas même les écologistes ne s'offusquent de ce béton dressé au cœur du Cerrado. Dans les rues, nous sommes frôlés par les voitures qui sont les reines du macadam. Nos petites reines à nous n'ont qu'à bien se tenir sur leur passage. Je m'inquiète surtout pour Cécile, peu familière à la conduite urbaine. Moi, j'ai déjà échappé aux chauffards russes, ouzbeks et indiens. Je sais que le danger peut venir de n'importe où. Pour autant, je ne boude pas mon plaisir. Je suis fasciné par l'énergie qui se dégage de ces cités où l'humain n'a plus besoin de dompter la nature pour vivre. Je me sens d'ailleurs une affinité particulière avec les habitants des grandes villes. Comme avec Persio, défenseur des petites gens qui n'ont pas d'autre moyen que de se déplacer à vélo. Il nous invite à monter chez lui pour déjeuner en famille. Ça, c'est de la cachaça. Nous trinquons à notre santé et à ce voyage qui a conduit à notre rencontre. À la santé. Très bien. À la santé. Santé. Bon voyage. Merci beaucoup de nous accueillir. Sur un air de guitare de son jeune fils, il se confie et nous parle de son autre garçon, disparu il y a 5 ans, fauché par une voiture alors qu'il circulait à vélo à Brasilia. Dès lors, il a fondé l'association Les Routes de la Paix pour faire pression sur les élus locaux afin qu'ils reconnaissent la place des cyclistes dans la ville. Les gens pensent qu'on doit mettre plus de routes, plus de voitures. Ça, c'est détruire l'essence de la ville, détruire l'essence de la vie. On a ici 450 000 utilisateurs de bicyclettes quotidiennes, tous les jours. Ce sont des gens de plus bas revenus qui utilisent ça pour aller au travail et retourner. Mais on ne regarde pas ces gens. On regarde seulement les gens qui ont la voiture, qui ont les pouvoirs politiques. Les hommes politiques, ils ne sont pas prêts à construire des pistes cyclables parce que ce sont des gens un peu trop pauvres finalement. Oui, une ville comme Brasilia, il y a beaucoup d'espace. On ne peut pas dire que c'est difficile de faire des pistes cyclables. Ouais. Il y a la place. Oui, il y a la place. Et pourtant, il y a chaque semaine une personne qui meurt. Et la moyenne, c'est un cycliste mort par semaine. Le combat de Persio ne s'arrête pas aux portes de Brasilia. Au niveau national, il s'escrime à se faire entendre du législateur pour que les textes évoluent. Les lois, c'est très faible contre les gens qui ont la voiture. C'est parce que si tu es su, si tu guides en grande vitesse, si tu es dehors de la piste, dans les trottoirs, et tu tues quelqu'un, on accepte qu'on traite ça comme un accident. Mais c'est un crime. On doit récupérer la conscience de la société, de la communauté, la conscience de la vie. Depuis son drame familial, Persio n'a pas obtenu de grandes victoires. Mais sa détermination ne faiblit pas. Et il a le sentiment que peu à peu, les comportements évoluent. Com Valentina, faz que não liga, depois vem falar. Quem nos vê dançar entre outros 1000 casais, achar que estamos sós, achar que estamos sós. Quem nos vê dançar entre outros 1000 casais, achar que estamos sós, achar que estamos... Cette nuit, on était au posto fiscal. On a campé auprès des camionneurs. C'est vrai qu'on les accompagne tout au long de la route. On chemine ensemble. On rentre à présent dans un nouvel état, le Minas Gerais. Minas parce que ce sont des mines. Et les conquérants, les conquistadors portugais, lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ont découvert de très précieux minerais. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Je m'occupe de la signalisation. C'est une mine ici? Là, c'est une colline avec une mine d'or.
Et vous aussi, vous avez de l'or? Non. J'ai de l'argent, mais je n'ai pas d'or. 3 siècles après les conquistadors, les progrès techniques permettent encore de trouver de nouveaux filons. Le périmètre est sous haute surveillance. Nous devons passer notre chemin. Minha sandália é couro cru, o meu chapéu de cangaceiro é couro cru, minha casaca arretada é couro cru, e se eu te pego, couro come. Minha sandália é couro cru, o meu chapéu de cangaceiro é couro cru, minha casaca arretada é couro cru, e se eu te pego, couro come. Ce soir, c'est la night des cow-boys. On vient d'arriver à Luslanja de Oeste. C'est un petit village qui est planté là, au bord de la grande route. Et on vient de s'apercevoir que tout le monde est en pleine préparation de 4 journées de festivités. Il va falloir attendre jusqu'à 10h. C'est vrai que d'habitude, à 20h, on est déjà écroulé après 80-90 km dans les mollets. Il va falloir tenir le coup. Mais bon, je pense que ça vaut la peine de voir ça. Wouh! C'est la fiesta ce soir. Mandioca me disse, menina redio, metida, sabido, danado, enxerido, não banco valente. Nous ne regrettons pas de veiller tard pour découvrir le visage d'une petite ville en fête. Dans le brouhaha général, nous allons faire connaissance avec Notre-Dame de l'Apparition, la sainte patronne des cow-boys. Toutes les couleurs de peau de ce Brésil métissé vont entrer en communion pour implorer sa protection. Nossa Senhora. Dorénavant un peu brésilien dans l'âme, nous comptons sur elle pour nous accompagner le long des chemins incertains qui nous attendent encore. Depuis que nous avons quitté le Grand Ouest brésilien, nous découvrons un pays plus bucolique, porté par la douceur de vivre. Après avoir pédalé 3000 km, nous ne sommes pas pressés de voir le périple s'achever. Nos corps sont rassasiés d'endorphines et nos esprits nourris de découvertes perpétuelles. Le chemin du bonheur ne doit pas être bien loin. Bon. Magnifique ici. La vie nomade nous offre ce qu'elle a de meilleur. Nous dévions légèrement notre itinéraire pour emprunter une piste chargée d'histoire et de fantasmes, la Estrada Real, la route royale. C'était la route qui permettait à l'or qu'il y a dans les mines de la région d'être exporté vers le Portugal. Cette route-là mène jusqu'à la côte et ensuite l'or était embarqué sur des bateaux et il traversait l'Atlantique. On l'appelle la route royale parce que c'est le roi du Portugal qui avait imposé à ce que tout l'or transite par cette voie pour pouvoir la taxer et pour pas qu'il y ait un seul gramme d'or qui lui échappe. Et pour cause, la couronne portugaise prélevait 1/5 de l'or extrait du pays. C'est dire si cette route était stratégique. L'effervescence du XVIIIe siècle a aujourd'hui disparu. La route royale n'est plus qu'un chemin de terre balayé par les vents. Même ces hameaux sont plongés dans le silence, accablés par la chaleur. Seule une oreille attentive perçoit les complaintes des dizaines de milliers d'esclaves arrachés de leurs terres africaines. Pour tracer cette route,
destinés à enrichir l'Europe des Lumières. Le soir venu, il faut s'accouder au seul bar du village et négocier une place chez l'habitant. On en bave pas mal parce que c'est que de la piste à faire comme ça sous un soleil de plomb. On mord la poussière là, on mord la poussière. Où allez-vous? Bah, je rentre chez moi. Un peu plus bas, il y a de l'eau, mais vous ne trouverez rien à manger avant Diamantina. Ah bon? Si vous voulez faire demi-tour, vous pouvez venir manger un petit quelque chose chez moi. Oui, il y a des maisons là-bas. Oui, vous avez passé un hameau avec des maisons, vous avez vu, non? Si. Eh bien, ce ne sont que des gens de ma famille. C'est chez moi, quoi. Ok. Bon, bonne route à vous. Ciao. Dommage, je ne comprends pas son invitation. Il nous aurait pourtant été bien utile de reprendre des forces. Ouf, je suis obligée de pousser. Allez. Ah. Voilà, soit c'est ça, bateau ondulé, soit ça grimpe, ça grimpe. Je peux plus. Ah. Ah. Ça c'est la route royale. Je viens de voir un coucher de soleil là, c'est spectaculaire. C'est pas très bon signe pour nous parce que ça veut dire que d'ici une demi-heure, il fait nuit noire. Donc on a intérêt à approcher un village. Sinon, ça va pas être la joie. Mais la joie se trouve tout juste au bout du chemin. Diamantina. Jamais une ville n'a aussi bien porté son nom à mes yeux. Diamantina est un joyau, une oasis au cœur d'une région aride et rocheuse. 3, 4. Son architecture exceptionnelle reflète l'audace des colons des siècles passés qui ont voulu reproduire le raffinement du vieux continent dans un milieu pourtant inhospitalier. D'inspiration baroque, elle n'a rien perdu de sa splendeur. Après tous nos efforts, elle est une récompense inestimable. Que papo é esse que vai faltar? Bota a coluna para chacoalhar. Teu reumatismo, vó, já vai passar. Au bord de la route, des eucalyptus à perte de vue. Et à bord des camions qui nous frôlent, de l'eucalyptus encore, mais transformé en charbon. Certains dénoncent l'assèchement des nappes phréatiques par les plantations de cet arbre à la rentabilité alléchante. D'autres, au contraire, le considèrent comme un combustible écologique pour l'industrie sidérurgique. Ça remplace le charbon minéral qui, lui, a un bilan carbone négatif. Tandis que là, quand l'arbre il pousse, il dégage de l'oxygène, il mange du carbone. Et quand on le brûle, bah, du coup, le bilan est neutre. Ça va la patate? Horrible cette journée. Horrible, il y a 4 voies de camion là. Depuis ce matin quasiment.
Voilà Belo Horizonte. Mais à l'horizon, rien de très beau. Des rocades, des autoroutes, des échangeurs. La ville s'est développée de manière anarchique. Résultat, bon nombre de quartiers se retrouvent en terrasse, plongeant sur des voies rapides ou des sorties de tunnels. C'est au beau milieu de cette jungle urbaine que nous retrouvons Thiago. Il nous réquisitionne pour l'un de ses multiples chantiers. Depuis 4 ans, il se consacre à un projet un peu fou, mettre tous ses voisins au vert. Aujourd'hui, nous nous activons autour de ce qui sera bientôt un potager familial bio en plein centre-ville. On dit que l'on veut changer le monde, mais il faut d'abord commencer en bas de chez soi. L'allure étonnante de ce jeune homme cache un dévouement et une ténacité hors du commun. À 2 pas d'ici, Thiago nous amène à l'ancien repère de drogués qu'il a transformé en un espace consacré à l'agroécologie. Il a réussi à fédérer l'énergie de son voisinage pour en faire un lieu d'échange et de solidarité. Ici, c'était un endroit complètement abandonné. Hein. Et peu à peu, il a essayé de planter, de nettoyer. Ce sont des semences que tu vas pouvoir planter à Paris, en France, pour faire ton jardin. Ah, merci. Là, ce sont des tomates, de la roquette, de la moutarde. Avant, c'était bien plus sale. Ça ressemblait à une scène de crime où l'on consommait de la drogue. Ça rendait vraiment les choses difficiles. Parce qu'ici, c'est un accès au quartier. Donc l'entrée était comme coupée. Il fallait faire un grand détour par le haut. Par conséquent, c'était vraiment important de récupérer ce lieu pour la communauté. Tu vois, ce sont des pruneaux, des goyaves, des pitangas. Elles ont déjà commencé à donner des fruits. Ici, la police a coupé les bananiers. Ils étaient très grands. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensaient que les gens viendraient ici se cacher pour se droguer. Il y a de nombreux espaces en ville comme celui-ci qui sont vides et qui pourraient être occupés par des potagers de fruits et légumes. Ici, les gens ont réalisé que l'on pouvait produire de la nourriture sur ce terrain. Les produits que nous achetons exigent toujours plus d'engrais chimiques et de transport. Donc, plus les aliments sont produits en ville, mieux c'est. En plus, ça contribue au drainage de la ville quand il pleut, ça améliore la qualité de l'alimentation, ça assure la sécurité alimentaire et une médication alternative. Tout le monde peut faire ça, c'est très simple. Cela a toujours été ainsi. Il faut savoir planter pour manger. Le potager de Thiago a peut-être l'air anarchique, mais les plantes sont disposées de manière à pouvoir s'entraider à pousser. Cela fait écho aux initiatives que j'ai explorées à pied à Madagascar. Toutes démontrent la même évidence. La nature est pleine de ressources. Bon, c'est cool, on est dans les super montagnes qui sont autour de Ouro Preto. Et ça fait plus de 3500 km qu'on roule. C'est de plus en plus escarpé comme relief.
La fatigue s'accumule pas mal, mais c'est cool. La ville d'Ouro Preto est fondée il y a 3 siècles par les chercheurs d'or et les commerçants venus par milliers en quête d'aventure et de fortune. En quelques dizaines d'années, elle compte plus d'habitants que Rio de Janeiro et New York réunis. Comme dans les autres villes minières de la région, San Juan del Rey et Tiradentes, on peut admirer les premières églises catholiques. À l'époque, les hauts membres du clergé ne sont pas nommés par le Vatican, mais par le Portugal. Les prêtres représentent avant tout le pouvoir royal et n'hésitent pas à se marier et à élever leurs enfants. On se croirait un petit peu en Suisse, alors je sais pas si on s'est trompé ou pas, mais c'est fabuleux. Et nos petits vélos au milieu de tout ça. Alors il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence, donc faut se faire un peu respecter, c'est pas facile. Vous allez où? Nous allons à Rio de Janeiro. À Rio? À bicyclette? Oh mon Dieu! C'est loin? Vous êtes fous? Loco? C'est très loin! Pusta, c'est dangereux. Rio de Janeiro? Et Rio, c'est mieux qu'ici? Ah oui! Et pourquoi? La plage, les jolies femmes. C'est. Et qu'est-ce que tu fais là? Je vais bosser. Quoi? Je vais travailler. Et dans quoi? À l'usine. Une usine de quoi? 2. Je peux venir voir? Alors je vais suivre, je vais voir un petit peu ce que c'est. J'ai pas compris si c'était des œufs. Je peux voir les œufs? Ah d'accord, c'est que les emballages ici. Voilà. Ça part dans un grand poulailler et là-bas il y a des poules. Mais pourquoi vous ne faites pas les œufs vous-même? Mais je suis pas une poule moi, je fais pas d'œufs. Seules les poules font des œufs. Ah, il n'y a pas de poule ici? Non, il n'y a pas de poule ici. Et pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de poule mon frère? Plus de frein. Ah, moi non plus. Tiens, voilà Cécile. Alors Cécile elle a plus de frein, donc elle est obligée de descendre du vélo dans les côtes parce que c'est très très raide et puis aussi dans les descentes. La marche à pied, ce que je fais. Ouais, qu'est-ce qu'on voit au fond? On voit la mer. Waouh. La mer, la mer, la mer, telle qu'on l'imagine depuis toujours, avec les montagnes qui se jettent dedans. Ça y est, ça veut dire qu'on a traversé le pays. Et c'est une belle récompense. On est parti de la forêt bien verte et on arrive à l'océan tout bleu. C'est une belle, 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 belle récompense. Dernier jour de vélo aujourd'hui. Dernier jour de vélo. Ça fait quoi?
c'est fort de se dire qu'on est aux portes de Rio et que on a derrière nous laissé l'Amazonie, le Mato Grosso, les champs, les montagnes. On va arriver dans cette ville qui fait rêver, Rio de Janeiro. C'est un beau cadeau d'anniversaire? Ouais, mon anniversaire. Après 4500 km sur les routes brésiliennes, nous nous engouffrons dans notre premier embouteillage. Sans aucun doute, nous approchons de Rio, cette mégalopole de tous les extrêmes, envoûtante et violente, sauvage et surpeuplée. Avant d'atteindre le pain de sucre, nous faisons halte à la Rocinha, la plus grande favela de la ville. C'est là que s'entassent 200 000 personnes à flanc de montagne. Qui n'est pas né ici ne s'y aventure pas seul. Nous rejoignons un ami, Rogero, qui nous en ouvre les portes. Rogero, c'est lui. Il est un peu la star du quartier car il est un des rares à porter sur les épaules une initiative collective. Voici quelques années, il a fondé un institut dédié à l'éducation. Ici, personne n'apprécie les caméras, encore moins les jeunes, armés de Kalachnikov qui protègent les barons de la drogue. Rogero connaît les lieux comme sa poche. Il nous dit quand allumer et surtout quand éteindre notre caméra. Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares quoi? Tu fais du sport? Et tu en fais combien de fois par semaine? 5 fois? Oula, t'es motivé. Ils font un film sur le travail de l'Institut, sur les fleurs qu'on plante. Et d'ailleurs, ils trouvent qu'on parle beaucoup dans le quartier. Si tous les voisins s'associent, chacun pourra mettre un peu de sa personnalité et de son identité dans le projet. Si Rogero parle jardinage à sa voisine, ce n'est pas que par politesse. Il a fait des plantes un outil pédagogique pour lutter contre un des fléaux majeurs de la favela, la violence domestique. Au Brésil, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son mari. Nous avons décidé de créer un jardin dans la ruelle de l'Institut. Nous faisons pousser des orchidées sur les murs de tout le voisinage. Nous invitons des jeunes garçons à se joindre à l'équipe, à devenir responsables de ce jardin vertical. Prendre soin d'une plante, c'est-à-dire d'un être vivant, avec tendresse, leur permet de partager une activité avec les filles de leur âge. C'est ce qu'il faut pour connaître davantage les aspirations du sexe opposé. Et si plus tard ils deviennent l'ami ou l'amoureux d'une fille, ils en sauront déjà un peu plus sur son univers et pourront mieux la comprendre et l'aimer. D'après mon expérience personnelle, je sais qu'avec les activités de mon institut, en promouvant le travail volontaire et communautaire, on peut vraiment changer les choses. Oui, les choses peuvent changer. Et Rogero est persuadé que ce qui sauvera la favela de la violence et de la misère, c'est le pragmatisme et l'inventivité de ses habitants. 80% du commerce de la Rocinha est illégal et à peine 30% des habitants reçoivent du courrier. On compte environ une centaine de cybercafés à l'intérieur de la favela. En général, ça part d'un habitant qui achète un accès Internet et puis tu vois les câbles là-haut. Eh bien, il partage l'abonnement avec les autres, comme ça il gagne un peu d'argent. Je suis pas sûr que ceux qui verront le film aimeront la Rocinha. Et laisse passer. Moi, j'habite ici depuis 29 ans. Mes parents, comme beaucoup d'autres nordestins, sont venus ici dans les années 60-70 pour travailler. Ils ont fui la sécheresse du Nord-Est. J'adore ici, ça me plaît énormément. Même si un jour j'ai plus de moyens financiers, je ne me vois pas partir d'ici et vivre en dehors de la Rocinha.
le pain de sucre. Hein. Donc, on n'y est pas tout à fait. Copacabana, c'est par où? Par là, toujours tout droit. À 10 km. Vous parlez portugais? Ah, super. Enchanté. Moi, c'est Felipe. Francisco. Mais vous venez d'où, là? De Porto-Velo. Du Rondônia? Et c'est loin. C'est la première fois que vous venez à Rio? Oui. Et vous arrivez là, maintenant? Oui, tout juste. Il fait 24 degrés, on est au mois d'octobre. Tous les Brésiliens trouvent qu'il fait super froid. Et nous voilà là aux portes de Rio. C'est magnifique. Donner les derniers coups de pédale dans la baie de Rio de Janeiro, c'est signer la fin d'une aventure inouïe. Nous sommes comblés d'atteindre cette ville dont on prononce le nom quotidiennement depuis 3 mois. Derrière nous sur la route, nous laissons des pépites audacieuses, petites graines d'avenir pour un grand pays en pleine évolution. Espérons qu'elles rayonnent et enrichissent les débats qui feront demain du Brésil un exemple pour notre planète. Je ne sais pas si elles changeront le monde, mais je sais qu'elles nous ont changé, ne serait-ce que par leur foi en l'homme et en sa capacité de décider de son avenir. Se faz cantoria, olha tem lelê de Dona Tetê, maracá de boi bumbá. Quem quiser pode vir, pode entrar. Se tu queres vir, vem, vem. Se tu queres vir, meu bem. Se tu queres vir, vem, vem. Mas se tu queres vir, vem, vem. Se tu queres vir, meu bem. Se tu queres vir, vem, vem. Amor, que hoje tem fogueira, tem chachado e tem baião. Hoje tem folia na festa de São João. Hoje tem fogueira, tem chachado e tem baião. Hoje tem folia na festa de São João. Minha sandália é couro cru, o meu chapéu de cangaceiro é couro cru, minha casaca arretada é couro cru, e se eu te pego couro come. Minha sandália é couro cru, o meu chapéu de cangaceiro é couro cru, minha casaca arretada é couro cru, e se eu te pego couro come.